Bonjour et merci de nous retrouver dans Sagesse bouddhiste pour une deuxième émission avec notre invité Daniel Massé. Pour évoquer la vie spirituelle des femmes à l'époque du Bouddha, comme nous avons commencé à le faire la semaine dernière, nous nous fonderons sur l'un des rares textes de l'époque à parler du sujet. Un texte du canon pali intitulé les Therigatha, c'est-à-dire les stances des Theris. Les Theris étant ici les nonnes exemplaires des premiers temps du bouddhisme. Il s'agit d'un ouvrage très particulier composé de 73 poèmes dont chacun évoque l'expérience d'une femme parvenue à la libération spirituelle après avoir renoncé à la vie laïque. Notre invitée Daniel Massé a été la première à traduire ces stances du pali en français et c'est avec bonheur que nous la retrouvons aujourd'hui pour parler de ces poèmes. Daniel Massé, bonjour. Bonjour. Vous étudiez les textes bouddhiques indiens et tibétains et notamment les textes poétiques et vous êtes également traductrice de tibétain, sanskrit et pali, ce qui vous permet d'avoir une perspective comparatiste des textes anciens. Vous donnez d'ailleurs des conférences sur ces textes. Alors tout d'abord, que veut dire Therigatha? Comment peut-on le traduire? En fait, on peut décomposer cette expression en deux mots. Donc le mot gatha, donc une gatha est une stance, une strophe, donc l'équivalent de ce qui serait pour nous, disons à peu près, une strophe de 4 vers. Et le mot theri est le féminin d'un adjectif, l'adjectif thera, qui signifie tout simplement ancien. Mais ces mots thera et theri ont d'abord dans le bouddhisme un sens technique. Donc le mot theri peut s'appliquer à toute religieuse qui est ordonnée depuis plus de 10 ans. Mais par extension, ce terme s'est appliqué à toute religieuse âgée et respectable et même à toute religieuse digne de respect, quel que soit son âge. Et donc c'est bien le cas donc, dans ces Therigatha. Donc les Theris ici ne sont pas nécessairement des femmes très vieilles ni ordonnées depuis très longtemps. Ce sont en fait les non-exemplaires des premiers temps du bouddhisme, donc des femmes dont beaucoup ont été les disciples directs du Bouddha. Comment se présentent ces stances ? En fait, ces stances sont au nombre de 522, mais elles sont regroupées en 73 poèmes qui sont de longueur extrêmement variable. Donc certains poèmes sont très courts, ils ne font qu'une seule stance, alors que le poème le plus long fait 75 stances. Et on a entre ces deux extrêmes toute une série de poèmes de taille intermédiaire, donc 2, 3, 4, 5 stances, etc. Ils sont classés d'ailleurs en fonction de leur longueur. Voilà, exactement. C'est là un mode de classement qui est adopté assez souvent dans le canon pali. Donc quand on ouvre le recueil des Therigatha, on a d'abord une première section qui est la section des poèmes à une stance, puis on a la section des poèmes à 2 stances, et ainsi de suite, jusqu'à la section du grand poème qui est composée uniquement de ce grand poème à 75 stances que j'ai déjà mentionné. Alors est-ce que ce sont des poèmes signés ? Oui, enfin, on peut considérer qu'ils sont signés puisque chaque poème est suivi par le nom d'une Theri, donc qui est justement celle dont l'expérience est évoquée dans ce poème. Mais est-ce que ça veut dire que c'est elle l'auteur finalement de cette stance ou de ce poème ? En fait, c'est une question plutôt délicate à laquelle il est difficile de donner une réponse tranchée. En tout cas, même si certaines Theris peuvent être les auteurs des poèmes qui leur sont associés, il est sûr en tout cas qu'elles n'ont pas écrit ces poèmes, puisque les textes à l'époque du Bouddha n'étaient pas écrits, ils étaient improvisés oralement et ensuite récités. Donc les stances des Theris relèvent de la poésie orale. Et donc certains poèmes, effectivement, ont la forme de poèmes qu'on pourrait définir comme poèmes autobiographiques. Les Theris y prennent la parole en leur nom propre. Donc on peut penser effectivement que les Theris sont les auteurs de ces poèmes. Mais on trouve aussi dans les Therigatha d'autres stances dans lesquelles les Theris ne sont pas les énonciatrices, mais les destinataires. Donc c'est à elles qu'on parle. Et certains poèmes, plus longs bien entendu, ont même la forme de dialogues dans lesquels la Theri concernée donne la réplique à tel ou tel personnage. Donc on a là un mode de présentation qui ressemble tout à fait à notre théâtre, et le statut de la Theri dans ce cas est bien plus celui d'un acteur que celui d'un auteur. Donc l'expression stance des Theris doit s'entendre vraiment au sens large. Ce sont les stances qui nous ont été transmises par la tradition au sujet des Theris,
Donc certaines terries peuvent effectivement être les auteurs de leurs poèmes, mais il est sûr qu'il y a d'autres stances qui sont l'œuvre de compilateurs qui ont été soucieux, après coup, de perpétuer la mémoire des terries. Alors justement, quand et comment ces stances ont-elles été mises par écrit ? En fait, ces stances ont été mises par écrit en même temps que tous les autres textes du canon pali lors d'un concile qui a eu lieu assez lent, vers l'an -35 avant notre ère. Donc, depuis l'époque du Bouddha, il s'était passé 4 siècles, donc 4 siècles de transmission orale, ce qui est quand même assez considérable. Alors, on va s'intéresser maintenant aux terries, ces anciennes. Quelles sont leurs origines sociales ? En fait, on trouve dans les Therigatha un assez large panorama de conditions sociales. Donc certaines terries sont filles de brahmanes, d'autres sont filles de princes ou de guerriers, d'autres sont filles de riches marchands. Et parmi les terries assez riches, on peut d'ailleurs citer plusieurs femmes qui ont été courtisanes. Par exemple, la courtisane Ambapali, qui était certainement la plus célèbre des textes bouddhiques, en tout cas du bouddhisme ancien. Mais on trouve aussi, à côté de ces femmes ayant appartenu à des milieux privilégiés, des femmes ayant vécu une simple existence de ménagère et de maîtresse de maison. On trouve même une terrie qui a eu le statut d'esclave. Donc elle était esclave dans la maison d'un riche marchand et chargée de la corvée d'eau. Et il y a également plusieurs terries qui semblent avoir connu vraiment la pauvreté et même la misère la plus noire. Et quand on lit leurs poèmes, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un poids de malheur qui semble avoir pesé sur ces femmes. Alors justement, on va s'intéresser aux textes et savoir un petit peu comment elles décrivent leur situation, notamment celles qui évoquent le malheur. Donc ces malheurs, en fait, on s'aperçoit qu'ils sont très souvent associés à des deuils, et on trouve dans plusieurs poèmes donc des figures assez poignantes de mères désespérées d'avoir perdu leur enfant. Donc je vais vous citer 2 stances du poème de Vasiti qui expliquent qu'elle est devenue en fait folle de chagrin après avoir perdu un fils. Donc, accablée de chagrin à cause de mon fils, l'esprit égaré, ayant perdu le sens, nu, échevelé, j'errais çà et là. Parmi les tas d'ordures des ruelles, parmi les champs de crémation et les grands chemins, j'allais 3 années durant, tenaillé par la soif et la faim. Et une rupture totale intervient dans l'existence de cette terrie, de cette future terrie plutôt, une fois qu'elle rencontre le Bouddha. Donc là, elle retrouve ses esprits, elle se consacre à la vie religieuse, et là, elle est capable de se détacher de ce grand chagrin qui l'avait submergée donc, pendant 3 années. Et je pourrais également vous parler d'une autre terrie qui est Chanda et qui incarne également une condition extrêmement misérable qui est celle de veuve, donc une condition vraiment très difficile à vivre dans l'Inde ancienne, puisque les veuves étaient considérées comme de mauvais augure et elles faisaient l'objet du mépris général. On n'avait pas envie de les fréquenter, et c'est ainsi que Chanda s'est retrouvée mise au banc de la société. Et donc elle décrit son existence en ces termes. « Je menais jadis une existence misérable. Veuve sans enfant, privée d'amis aussi bien que de parents, je n'avais ni de quoi manger, ni de quoi m'habiller. Munie d'un bol et d'un bâton, je mendiais de famille en famille. Brûlée de chaleur et de froid, j'errais 7 années durant. » Et Chanda explique ensuite qu'elle ne s'est convertie au bouddhisme que dans le simple espoir de ne pas mourir de faim. Bon, après quoi, elle a trouvé bien évidemment de meilleures raisons de pratiquer le bouddhisme. Et donc quand on lit ce genre de poème, on s'aperçoit que le malheur de ces femmes est lié, bien entendu, aux particularités de leur parcours individuel, mais aussi certainement à l'existence de tout un contexte socio-culturel qui n'était vraiment pas favorable aux femmes. Quelle image finalement ces poèmes nous donnent-ils de ces religieuses ? En fait, une image idéale. Ces femmes apparaissent comme des femmes ayant d'une grande dignité, des femmes exemplaires et qui sont capables, donc, aussi bien que les hommes, de parvenir à l'état d'Arhat et de remplir, par exemple, les fonctions d'instructrice et de prédicatrice. Et effectivement, certaines des terries sont extrêmement éloquentes. J'aurais même tendance à dire peut-être parfois un peu trop éloquentes
parce que les discours qui leur sont prêtés sont tellement travaillés qu'on se dit qu'il n'est pas possible que les femmes aient parlé ainsi à l'époque du Bouddha. Et certainement, ces stances, donc tellement travaillées, sont l'œuvre de compilateurs qui ont mis en forme les stances et je dirais la légende des terris, puisque cette image a été tellement embellie qu'on arrive à une vision totalement idéalisée qui est proche de celle qu'on peut avoir, par exemple, dans la légende dorée des chrétiens. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une terrie devenue légendaire ? Oui, le cas le plus spectaculaire certainement est celui de Suba du bois de manguier de Jivaka. Donc son histoire est la suivante. Elle se trouve un jour seule dans un bois et elle fait la rencontre d'un mauvais garçon qui lui fait des propositions galantes et qui en particulier célèbre la beauté de ses yeux. Il lui dit qu'elle a les yeux de biche, des yeux pareils à des bourgeons de lotus, bon, etc. Et Suba lui répond par un grand discours sur le thème de l'extinction du désir et de l'inanité des apparences. Et elle termine son discours en disant que les yeux ne sont que des espèces de globes enfoncés dans une cavité qui comportent une bulle en leur milieu et qui contiennent des larmes. Il s'y produit aussi des sécrétions et les différentes parties de l'œil ne sont qu'un conglomérat de substances. Donc une vision qui est à l'opposé de la vision quelque peu lyrique du mauvais garçon. Et le poème se termine ensuite par quelques stances de récit qui propose un dénouement tout à fait spectaculaire. Donc que je vais vous lire. Puis la nonne aux beaux yeux se mutila, car cette femme à l'esprit libre n'avait aucun attachement. Tiens, prends cet œil pour toi. Et sans plus attendre, elle donna son œil à cet homme. En lui, aussitôt, s'apaisa la passion dont elle était l'objet, et il lui demanda pardon. Puis il la laissa partir, et la nonne se rendit auprès de l'excellent Bouddha, et dès qu'elle aperçut le porteur des excellentes marques, son œil redevint tel qu'il était auparavant. Donc on a là vraiment un récit de légende dorée avec deux miracles successifs. Premier miracle, Suba réussit à s'arracher l'œil sans la moindre difficulté. Puis deuxième miracle, elle retrouve son œil intact une fois qu'elle est en présence du Bouddha. Donc certainement ce genre de récit constitue une revanche par rapport aux déboires que les religieuses pouvaient avoir à affronter dans leur vie, puisque le Vinaya fait état de plusieurs cas de religieuses qui ont été violées, et il est certain que Suba courait le risque d'être violée dans ce bois où elle se trouvait seule avec le mauvais garçon. Or justement, non seulement elle n'est pas violée, mais encore elle opère un retournement de situation tout à fait spectaculaire. Donc elle apparaît comme une héroïne. Alors vous avez aussi traduit les Theragatha, c'est-à-dire les stances des Theras ou stances des anciens. Est-ce que c'est le pendant masculin des Therigatha ? Oui, on peut effectivement considérer que les Theragatha sont le pendant des Therigatha, puisqu'il s'agit de recueils en tout point symétriques. Donc les Theragatha mettent en scène, eux, les moines les plus exemplaires des premiers temps du bouddhisme. Et donc les deux recueils sont apparentés, puisqu'ils procèdent de la même vision du monde, et on y retrouve aussi les mêmes traits de style, et voire parfois les mêmes expressions ou les mêmes vers. Cela dit, chacun des deux recueils garde sa physionomie propre. Merci Danielle Masset d'avoir répondu à nos questions. Pour prolonger cette émission, voici quelques suggestions de lecture. Tout d'abord, bien sûr, les Therigatha ou stances des Theris, et aussi leur pendant masculin, les Theragatha, stances des Theras. Ces deux recueils distincts de poèmes du canon pali ont été traduits en français par Danielle Masset et publiés par la Pali Text Society, qui jusqu'à présent ne les distribue qu'en Angleterre ou sur le net. Introduction à l'enseignement du Bouddha et à sa pratique de Michel-Henri Dufour, cher L'Harmattan, Souffle bouddhique, un ouvrage d'initiation au bouddhisme selon la tradition du Theravada. Pur et simple, Dupassikaki Nayanon, traduit par Jeanne Chute aux éditions Sully. Il s'agit des enseignements d'une femme considérée en Thaïlande comme l'un des plus grands maîtres de méditation sans avoir jamais pris de vœux monastiques. Notre émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuz.fr. Excellente semaine à tous et à dimanche prochain. Merci.